Bonjour. Vous le savez peut-être, aujourd'hui, de plus en plus de couples ont des problèmes de fertilité. Pour trouver une solution, ils vont voir un médecin ou bien ils se rendent dans un service d'aide médicale à la procréation, à l'hôpital ou dans une clinique. Puis ils passent toute une série d'examens, à la suite desquels on peut leur proposer différents traitements. La FIV, fécondation in vitro, est le traitement qui amène le plus de réussite. C'est un parcours médical long et contraignant, tant physiquement que psychologiquement. Le processus de la FIV est difficile à comprendre. Mais pour y voir plus clair, je vous emmène à l'hôpital Bichat. Venez. C'était une deuxième tentative pour une infertilité masculine. On a stimulé par un protocole antagoniste et on l'a déclenché avec 4-5 follicules. Et on a obtenu... Et donc à la ponction, on a eu 9 ovocytes, 7 ont été injectés, 3 ont été fécondés. On a eu 3 embryons. La première fois, il y a eu 14 ovocytes, 6 injectés. C'était très fragmenté aussi. Et c'était des 3, et 4. Tu serais passé En ICSI tentative 2. Mais... Donc on peut changer autre chose. Donc d'abord protocole, puis après on voit chez monsieur. Oui, changement. Ouais. Pouvez-vous me dire ce qu'est une FIV? Que signifient ces 3 lettres? La FIV, c'est la fécondation in vitro, c'est-à-dire la rencontre hors du corps humain de l'ovule et du spermatozoïde qui normalement se rencontrent dans la trompe de la femme. Quel est le pourcentage de couples qui, à votre connaissance, rencontrent des problèmes de fertilité, en moyenne? On estime qu'il y a à peu près un couple sur 6 qui, à un moment de sa vie, va venir consulter pour présenter un problème d'infertilité, ce qui ne veut pas du tout dire que ce couple va arriver sur des techniques hautement spécialisées. Depuis qu'on est à l'ère de la biomédecine, on sait qu'il y a une augmentation d'un certain nombre d'infertilités masculines. Par exemple, on sait que la quantité moyenne de spermatozoïdes dans l'éjaculat d'un homme est moindre qu'il y a quelques années. Là, il y a des articles scientifiques qui l'ont montré. Et on sait également que la réserve ovarienne des femmes en follicules qui potentiellement peuvent donner un ovule qui va être fécondé est probablement diminuée plus précocement qu'auparavant, peut-être en raison de facteurs environnementaux qui sont divers. De plus en plus de couples ont recours à la FIV. Mais je me demande comment ça se passe lorsque des sourds se lancent dans ce parcours. Vous avez essayé d'avoir un enfant pendant un certain temps et ça ne marchait pas. Vous vous sentiez comment? Et qu'avez-vous fait après cette période où vous n'y arriviez pas? Tu te souviens? On se demandait ce qui se passait, pourquoi on n'y arrivait pas. On ne savait pas de qui ça venait exactement, d'elle, de moi. Bon, moi, je pensais plutôt que ça venait d'elle. On s'est dit qu'il valait mieux aller chez un gynécologue spécialisé dans les problèmes de fertilité. Il nous a expliqué ce qui nous attendait, les examens qu'on allait devoir passer. Prise de sang, traitement, échographie, piqûre pour elle et analyse de sperme pour moi. Et on a commencé par elle. Parce que bon, oui, moi je pensais que le problème venait plutôt d'elle. Mais après examen, on s'est rendu compte que tout allait très bien chez elle. Donc, ça devait forcément venir de moi. J'ai fait des analyses, et là, les résultats n'étaient pas franchement bons. Le laboratoire nous a dit que mes spermatozoïdes n'avançaient pas droit. Leur tête était courbée, donc ils avançaient en tournant sur eux-mêmes comme une voiture dont les roues seraient restées bloquées. Donc, ils n'arrivaient jamais jusqu'aux ovaires. Alors, entre ça et d'autres choses qui n'allaient pas non plus, moi, tout ce que je voulais savoir, c'était si je pouvais faire des enfants ou pas. On m'a dit que c'était possible, mais qu'il faudrait passer par une FIV. Et voilà. Vous aviez déjà entendu parler de la FIV?
Ou est-ce que c'était une découverte totale? C'était pas clair pour vous? Non, Non, c'était pas clair pour moi. moi non plus. J'avais jamais eu l'info. C'était la première fois que j'en entendais parler. Attends, je crois qu'elle a sommeil. On est d'abord allé sur Internet pour comprendre. Et là, on est tombé sur des pages et des pages de texte. Après, on a demandé à notre généraliste de nous expliquer, mais ce n'était pas assez clair. Alors j'ai pensé à ma cousine qui connaît la langue des signes. Elle nous a traduit et expliqué ce que c'était. Pour compléter, j'ai cherché des vidéos et des schémas sur Internet pour voir à quoi ressemble la fécondation in vitro. Mais avant ça, c'est vrai qu'on ne connaissait pas. La loi de bioéthique prévoit que l'assistance médicale à la procréation s'adresse à un couple qui présente un problème d'infertilité qui a été médicalement diagnostiqué. Donc ça élimine les indications qui pourraient être de convenance. Au point de vue conditions d'accès, il doit s'agir d'un couple, homme et femme, vivant et en âge de procréer. Alors en âge de procréer, c'est très facile de le déterminer pour la femme, puisqu'on sait que nos techniques ne donnent pas tellement de résultats au-delà du 43e anniversaire. Donc il y a une prise en charge réglementaire par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 43e anniversaire. Pour l'homme, c'est plus compliqué, puisqu'on a tous en tête des naissances de papa à âge un petit peu avancé, célèbres. Et globalement, dans la majorité des centres, on estime que l'âge limite est 60 ans et qu'on discute entre 60 et 65 ans. Donc, la sécurité sociale prend en charge tout ce parcours. Mais est-ce que le nombre de FIV est limité? Et à combien? Alors, tout ce qui est diagnostic et traitement de l'infertilité en France est pris en charge à 100% dans ces conditions-là. Et il est prévu un remboursement de 6 cycles d'insémination intra-utérine et de 4 fécondations in vitro, que ce soit de la fécondation in vitro classique ou bien par micro-injection. Quant à la suite d'une fécondation in vitro, où on a transféré un nombre raisonnable d'embryons, 1 ou 2, il y a des embryons surnuméraires qui sont congelés. Le transfert de ces embryons, au cas où la FIV n'a pas donné de résultat, est compris sur le plan économique dans la première tentative de FIV. C'est ça qui fait la caméra? Vous étiez ensemble depuis un certain temps et vous vouliez un enfant. Finalement, ça vous a pris combien de temps pour y arriver? Ça nous a pris 4 ans en tout, soit 5 périodes de traitement. D'abord 3 IAC, insémination artificielle intracouple, et ensuite 2 FIV. Ce sont des techniques différentes. J'ai donc commencé par l'IAC. La période de piqûre, le programme, c'est assez court, plutôt simple. Pour les 3 IAC, on a suivi le même protocole, à savoir des piqûres, le même dosage à chaque fois, aucun changement entre une IAC et une autre. Et résultat, 3 échecs. Le médecin m'a dit « Écoutez, 3 échecs, ce n'est pas normal, puisque vous n'avez aucun problème particulier. » Il m'a dit que ce serait mieux que je parte en vacances, histoire d'oublier, et je pourrais peut-être tomber enceinte naturellement. On est parti 6 mois et il ne s'est rien passé. Pour moi, c'était du temps perdu d'attendre comme ça. À ce moment-là, le médecin m'a proposé une FIV en me disant que c'était plus sûr qu'une IAC. Il m'a demandé si j'acceptais. J'ai dit « Bah oui, on accepte. De toute manière, on accepte tout. Notre objectif est d'avoir un bébé. » Vous avez suivi des traitements, fait des prises de sang, vous avez été suivi médicalement. Comment ça s'est passé pour vous? Par rapport au traitement, on croit que c'est facile, mais non. C'est vraiment très éprouvant. Le traitement, c'est très lourd. On se sent comme une machine. On oublie qu'on est une femme. Il fallait faire ça, ça et ça. Les piqûres, les prises de sang, les échographies. Donc moi, j'avais un programme de 21 jours à suivre. Ça ressemblait à un programme militaire. Il fallait que je me discipline, tous les jours, y compris le samedi, le dimanche, sans oublier Noël et les jours fériés.
C'était tous les jours sans exception. La piqûre, c'était tous les soirs à 18h précises. 18h en ce qui me concerne. Donc je n'étais pas libre. À 18h, il fallait respecter l'heure de la piqûre. La première fois, c'est vrai qu'il m'a aidée pour la faire. Parce que je tremblais trop. Je ne me sentais pas prête. Il m'a aidée et puis petit à petit, j'ai pris l'habitude. J'ai pris confiance en moi. Mais au départ, ce n'est pas évident. Il faut oser se piquer soi-même. C'est pas facile. Et puis ça fait mal parce que bon, à force, on pique. Et puis ça devient tout bleu. Alors au bout d'un moment, j'en avais marre. Je changeais de côté et puis j'ai arrêté de piquer le ventre. J'ai piqué les cuisses. C'est pas rien quand même. Donc on est au 6e jour, madame, n'est-ce pas? Ça se passe bien jusque-là? Oui. Pas de douleur au ventre? Un peu du côté gauche, mais bon, je sais pas si c'est en rapport. D'accord. Et là, l'échographie, vous allez voir quoi en fait? On va regarder le développement des follicules dans les ovaires, d'accord? C'est en tout début, donc pour l'instant, on va juste regarder le nombre de follicules et puis voir aussi un peu l'utérus. Pendant son traitement, la femme va devoir faire plusieurs échographies et prises de sang. Les échographies permettent de surveiller la croissance des follicules situés sur les ovaires. Leur croissance est stimulée par les piqûres quotidiennes qui contiennent des hormones de croissance folliculaire. Cette hormone, normalement sécrétée par le corps, permet l'ovulation tous les mois. Le traitement envoie des doses hormonales plus importantes que d'habitude, ce qui permet la croissance de plusieurs follicules contenant des ovocytes, là où dans un cycle menstruel normal, un seul follicule se développerait. Donc voilà, Les échographies détermineront le moment où l'on déclenchera par injection l'ovulation et où l'on prélèvera les ovocytes. Qui est un peu plus gros. Bon, bah c'est très bien. On va continuer le traitement. On vous appellera dans l'après-midi, hein, d'accord? Oui, on va vous appeler dans l'après-midi. On a votre numéro de téléphone, n'est-ce pas? Très bien. Comment ça s'est passé au bloc opératoire? Vous étiez ensemble? Vous aviez besoin de lui à vos côtés? Et pendant l'intervention du médecin, il n'y avait pas de communication possible. C'était frustrant ou ça allait? D'abord, le jour de la ponction, il n'y avait pas d'interprète. C'est vrai que là, c'était frustrant. Vous savez, après le traitement, pour stimuler la croissance des follicules, on fait ce qu'on appelle une ponction, c'est-à-dire qu'on prélève les ovocytes. Alors moi, je suis arrivé ce matin-là, elle était déjà sur place dans la chambre, il s'occupait de son dossier, des résultats, et nous, on se regardait sans trop comprendre ce qui se passait. L'interprète n'était pas disponible ce jour-là, et oui, on était un peu perdus. Ensuite, ils l'ont amenée au bloc, et une personne m'a demandé de la suivre. J'ai suivi sans trop comprendre où j'allais. Et on m'a donné un bocal, le bocal pour recueillir mon sperme. Là, j'ai compris. C'était le moment de la fécondation. Je pensais que ça se ferait plus tard, mais non. Heureusement qu'on avait assisté à une conférence. Ça m'a permis de réaliser ce qui se passait. Bon, ça a été dur sans ma cousine, mais elle ne pouvait pas être là tout le temps. Donc vous avez compris sur place. Mais le médecin ne vous avait pas informé avant? Ou alors vous aviez oublié? Oui, il m'avait informé. Je savais ce qui allait se passer, mais sur le moment, je pensais avoir le temps, que ça se ferait l'après-midi. Et puis, je pensais à elle, donc j'ai oublié que j'avais un rôle dans tout ça. Et tout est revenu au fur et à mesure. C'était logique que les choses se fassent en parallèle. Bien sûr, le médecin m'avait informé, mais certaines choses m'étaient passées au-dessus. Et entre le moment où on a eu toutes ces explications et celui où ça s'est fait, il s'est écoulé beaucoup de temps, il y a eu beaucoup d'étapes. J'ai forcément oublié des choses, mais elles sont revenues peu à peu. Ah, d'accord. Et vous pensiez à quoi au bloc? Vous pensiez à lui, à ce qu'il était en train de faire? Tu pensais à moi? Ben non, je ne pensais pas à toi. Moi, je suis arrivée au bloc et tout de suite, on m'a anesthésiée. Et voilà. Tu m'avais oublié alors? Bah non, mais je ne pensais pas à toi, forcément. Tu te dis, oh, je m'en fous. Rebonjour. Donc je suis le docteur Epelmoin, je vous fais la ponction. Et je viens vous raconter après combien il y en a.
La ponction se fait par voie naturelle, la plupart du temps sous anesthésie. Une sonde munie d'une aiguille franchit le fond du vagin pour atteindre les ovaires placés juste derrière. La seringue pénètre dans chacun des follicules. Elle aspire le liquide qui s'y trouve et qui contient un ovocyte. À l'échographie, les follicules apparaissent en noir. Je pique. C'est étrange de voir ces taches noires qui donnent ce liquide tout citrin. Encore 2, 3, c'est bon. Au laboratoire, le technicien repère les ovocytes contenus dans le liquide folliculaire qui vient d'être prélevé. Il les sépare du liquide et les isole dans un milieu particulier. Il place ensuite les ovocytes dans un incubateur à 37 degrés. À l'autre bout du laboratoire, le sperme du conjoint, qui vient d'être recueilli, va être lui aussi traité et placé dans une centrifugeuse. Seuls les spermatozoïdes les plus vigoureux vont être gardés. À l'issue de cette étape, la fécondation peut commencer. Dans une boîte, des milliers de spermatozoïdes sont mis en contact avec un ovocyte. Le tout est placé dans un incubateur et la fécondation se fait spontanément. C'est la FIV dite classique. Mais parfois, ce type de fécondation ne marche pas quand le problème d'infertilité est masculin. On va alors réaliser une FIV ICSI, c'est-à-dire avec micro-injection. Le technicien sélectionne un spermatozoïde et l'aspire à l'aide d'une pipette. Il positionne l'ovocyte et le maintient pour être fécondé. Il perce alors la membrane de l'ovocyte et dépose le spermatozoïde à l'intérieur. L'aiguille est retirée et la membrane se referme. Esteban. Va. Nolan. Alors pour commencer, on m'a prélevé 4 ovocytes. Après un examen, on nous a demandé de venir à l'hôpital tel jour. Moi pour la ponction, lui pour donner son sperme. Il fallait faire ça en même temps pour permettre la manipulation in vitro. 3 jours après, on m'a rappelé pour faire le transfert et on m'a transféré 2 embryons. Qui décide du nombre d'embryons qui seront transférés? Qui et comment? Est-ce qu'il y a une limite? Tout au début de la FIV, on mettait plusieurs embryons, d'abord parce qu'on ne savait pas congeler, et ensuite parce que les résultats étaient probablement moins bons. On sait maintenant un petit peu mieux préparer l'implantation des embryons. Et donc, je dirais que dans l'immense majorité des cas, le nombre maximum d'embryons, c'est 2, sauf éventuellement à 41, 42 ans et encore dans des indications particulières. On n'est même pas sûr qu'on augmente les chances de grossesse. Donc le nombre d'embryons maximum, c'est 2. Et chez les femmes jeunes, pour une première et deuxième tentative, on proposera le transfert d'un embryon, à condition qu'on ait un embryon de parfaite qualité évolutive et au moins un autre embryon de parfaite qualité évolutive à congeler. On congèle les embryons surnuméraires dont les caractéristiques nous permettent de penser qu'à la décongélation, ils vont se redévelopper normalement.
Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Il n'y en a qu'un des deux qui a repris son évolution. Donc, il y avait 2 embryons, l'un qui était à 6 cellules et l'autre qui était à 5 cellules. Le deuxième est passé de 5 cellules à 4 cellules, c'est-à-dire que ce n'est pas une perte importante, c'est une perte habituelle. Ce matin, il ne l'avait pas encore vu redémarrer. Donc, c'est mieux quand il redémarre, mais ce n'est pas obligatoire, enfin, ce n'est pas toujours le même temps de développement. Donc, moi, maintenant, je me garde bien de faire des pronostics quand on sait combien de fois... Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le transfert consiste à placer l'embryon dans l'utérus de la femme. 2 semaines plus tard, une prise de sang permettra de savoir si la nidation de l'embryon s'est produite et donc s'il y a une grossesse. Détendez-vous bien et... Oui, parfait. Et donc, je pousse sur la seringue pour déposer. C'est fini. Voilà. Alors, nous rivalisons de formules. Vous ne commencez pas demain les cours d'équitation. Pas de marathon. Pas de marathon, ça, voilà, chacune notre... Bon, voilà, vous vivez normalement. Si le fait d'avoir une activité très, très importante devait empêcher les grossesses, ça se saurait. Hein. Donc, il faut simplement se mettre dans un processus de bon sens qui fasse que si vous n'êtes pas enceinte, vous n'ayez pas à regretter en vous disant « est-ce que c'est parce que j'ai fait 10 km ou autre ?» Lors du transfert, il n'y avait pas d'interprète, vous étiez seul. Comment ça s'est passé pour vous? On nous avait installés dans une salle, les lumières étaient douces, on discutait. Le médecin a fait le transfert et lui a dit de rester calme, qu'on avait le temps. On se regardait sans rien dire. On savait que 2 embryons venaient d'être transférés, c'était... Comment dire? Ce n'était pas tout à fait terminé. Il a fallu encore attendre une demi-heure. Ensuite, elle a pu se lever et on est sorti de l'hôpital, à l'air libre. Là, on s'est regardé, on se sentait tout drôle. Elle était presque enceinte, on était presque parents. Enfin, en train de le devenir peut-être. On ne savait pas encore si ça allait marcher, mais on était sous le coup de l'émotion. Alors je me suis montré galant. Je lui ai ouvert la porte. Elle était toute surprise que je prenne tant soin d'elle. Et puis, on est arrivé à la maison. Elle s'est allongée, tranquille, et la nature a fait le reste. C'est très émouvant. À l'heure actuelle, quand on regarde les bilans de l'Agence de la biomédecine en France, on s'aperçoit que 2,6% des enfants sont nés après une technique d'assistance médicale à la procréation. Alors en 2009, ça faisait quelque chose comme 28 000 enfants. Si on regarde les chiffres autrement, on peut toujours faire parler les chiffres, c'est 1 enfant sur 37. Donc c'est devenu quelque chose de banal et d'accepté par la société. La FIV n'est pas un parcours de plaisir, c'est vrai. En même temps, ce que nous renvoient les couples parfois, c'est que enfin c'est cadré, enfin il y a une réponse, enfin on peut leur donner des chiffres, même si on leur explique bien que ça n'est pas du 100% et que ce n'est que de la médecine et pas du miracle. Et donc, c'est difficile, mais les couples nous renvoient aussi parfois l'image d'une période où ils partagent avec l'équipe médicale la responsabilité de l'espoir, de l'échec éventuel, et où finalement, après des années difficiles, ils reprennent une sexualité, ils se remettent dans une optique qui est une optique d'optimisme. Et maintenant, avec le recul, comment vous avez vécu tout ça? Je peux dire que tout ce parcours m'a apporté du bonheur. Parce que sans ça, je ne sais pas quelle aurait été notre vie. Sans la FIV, elle aurait peut-être été totalement différente. Est-ce qu'on aurait déprimé ou... Je n'arrive pas à imaginer notre vie sans la FIV. Je peux dire un grand merci à l'équipe médicale qui nous a sauvés. La FIV nous a apporté un bébé, donc du bonheur, de l'affection à donner. C'est ce dont on rêvait. Alors, imaginez une vie sans... Je ne sais pas. Est-ce qu'on se serait acharné? Je ne sais pas. En tout cas, ça nous a apporté beaucoup de bonheur.
Eh bien, j'ai envie de dire la même chose que toi. Heureusement que la FIV existe, parce que sans ça, je ne sais pas comment on y serait arrivé. On aurait peut-être mis 10 ans, ou on n'aurait peut-être jamais eu d'enfant. On peut remercier les médecins qui ont mis au point la FIV. Merci beaucoup.